Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire IF Prof. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, puisqu'il s'agit du recrutement et de la préparation à la candidature pour un poste d'enseignant de français langue étrangère. J'ai le plaisir pour ce webinaire d'accueillir Susanna Darocha Tomeitoniato. Bonjour Susanna. Bonjour. Alors, Susanna est la responsable académique de l'Alliance française de Buenos Aires, pardon, en Argentine. Et puis, c'est elle qui a piloté la conception des deux modules de formation, des deux mini-MOOC qui vont vous être présentés aujourd'hui sur cette thématique. Ce sont les deux nouveaux modules qui sont disponibles sur IFProf. Alors, sur IFProf, nous avions l'habitude de proposer des modules de formation plutôt sur des thématiques de renforcement des compétences pédagogiques. Nous avons récemment aussi mis en ligne deux modules sur du renforcement linguistique pour les enseignants de niveau A2. Et nous avons donc une nouvelle thématique grâce au réseau des Alliances françaises d'Argentine qui est venu nous trouver en la personne de Susanna pour nous proposer justement de concevoir deux modules autour des compétences professionnelles et de renforcement linguistique, mais dans un but de candidater à un poste de français langue étrangère dans une perspective de recrutement plutôt à la française. Alors, puisque voilà, chaque pays, chaque culture a ses spécificités, et bien le recrutement à la française a les siennes. Et c'est donc l'objet des modules qui vont nous être présentés. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à vous connecter de différents pays. Donc, simplement pour vous donner quelques indications techniques, le webinaire est enregistré. Nous allons prendre les questions à la fin de la présentation de Susanna. Donc, je vous invite plutôt à écrire vos questions dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre barre d'icônes. Ça nous permettra de faire la différence entre les remarques, les commentaires que vous pouvez avoir, que vous allez plutôt écrire dans l'onglet chat, discussion, et les questions et réponses. Voilà. Et puis, à la fin de ce webinaire, pour ceux qui nous ont suivis, vous pourrez recevoir une attestation de participation. Voilà. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Susanna, je te remercie pour ta disponibilité et je te laisse donc présenter ces deux tout nouveaux modules qui ont été conçus par le réseau des Alliances françaises en Argentine. Merci beaucoup, Julie. Bonjour tout le monde à travers le monde. Alors, ça fait plaisir de voir autant de personnes connectées, plus de 200 personnes dans plein de pays, dont des pays où je suis passée aussi. Je salue les personnes du Mozambique, du Brésil, du Kenya, etc. Et évidemment, les personnes aussi d'Argentine qui sont connectées aujourd'hui. Alors, je vais partager ici mon écran. Hop. C'est bon. Par contre, tu as coupé ton micro, Susanna, je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est au moment où j'ai partagé l'audio. Alors, attends, du coup, je partage sans l'audio dans un premier temps. Voilà. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est parfait. Oui. Ok, super. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter ces deux ces deux modules qui sont déjà disponibles sur IFProf, dont déjà pas mal de professeurs ont suivi les détails. Mais d'une façon, en fait, pour vous expliquer la démarche, mais aussi pour vous expliquer les différents avantages et vous donner encore plus envie de faire ou de refaire ces modules. Alors, les objectifs de ces deux modules sont divers. Déjà, ils répondent à un besoin des enseignants, puisque donc à travers différentes expériences et différents pays par lesquels nous sommes passés, j'ai pu donc observer qu'il y avait une certaine méthodologie qui n'était pas forcément acquise par les enseignants qui postulent dans les différentes institutions à travers le monde, donc qui sont pas forcément des institutions françaises, mais des institutions francophones avec des recruteurs ou des recruteuses français.
Un autre objectif, c'était également de pouvoir développer donc des compétences professionnelles pour mettre toutes les chances de son côté au moment justement de postuler à une offre d'emploi dans une institution francophone à l'étranger. Et enfin, de se perfectionner en langue française à l'oral et à l'écrit, puisque vous le verrez, ces deux modules, ils ont été conçus de façon à travailler donc sur des points spécifiques en langue française, mais tout en les intégrant dans une démarche de français sur objectifs spécifiques, donc dans cette démarche vraiment de professionnalisation. Donc tout est lié aux situations de communication, de recrutement, et donc tous les points linguistiques sont également liés à ces situations de communication. Pourquoi le B2 ? On s'aperçoit également que il y a certains éléments, notamment linguistiques, mais pas seulement, qui manquent parfois de maîtrise ou en tout cas qui ont besoin d'être renforcés également par les enseignants. Donc voilà pourquoi on a choisi ce niveau-là. Donc il s'agit de 2 modules de 4 heures chacun, soit 8 heures au total, avec une attestation à la fin de chaque module, comme tous les modules d'IF Prof, pour des enseignants à travers le monde. Donc, on a indiqué enseignant de français langue étrangère, mais finalement, ça s'applique à tout enseignant qui enseigne en français également ou dans une institution francophone où, encore une fois, il y a des Français. Donc, c'est un module de français sur objectifs spécifiques. Et donc, il y a 2 parties qui se suivent, vous le verrez. Le premier module, donc on est parti évidemment de l'écrit, on est parti dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, c'est se préparer à l'écrit pour candidater à un poste d'enseignant de FLE, où là, on va travailler donc principalement sur les offres d'emploi, le CV et la lettre de motivation. Une fois qu'on a passé ces étapes, le recruteur nous appelle pour un entretien de recrutement. Donc, le deuxième module est axé sur l'oral et donc sur l'entretien de recrutement principalement. Alors, les avantages de ces 2 modules qui constituent un MOOC sont nombreux. Déjà, ce sont des modules qui ont été conçus par des enseignants et pour des enseignants. Donc, on s'est vraiment mis dans la peau d'un enseignant de façon à répondre au plus près aux besoins. Il y a beaucoup de conseils et d'astuces aussi à mettre en pratique. Donc, ce n'est pas uniquement de la théorie et ce n'est pas uniquement non plus des éléments qu'on retrouve facilement sur Internet. Ce sont des choses vraiment spécifiques au monde du FLE, vous le verrez, ou au monde du français à l'étranger. Il y a pas mal de points interculturels aussi, comme l'indiquait Julie tout à l'heure. On a voulu vraiment focaliser sur le CV à la française, la lettre de motivation aussi qui est vraiment typiquement française, et l'entretien aussi, les différents types d'entretiens qui existent, et ce spécifiquement, ou en tout cas celui qui est le plus commun dans un entretien de recrutement avec des Français. En effet, il est impossible de connaître toutes les pratiques à travers le monde des enseignants. Donc, on s'est vraiment basé sur le contexte français à l'étranger, d'accord, ou de français à l'étranger, donc dans plein d'institutions différentes. Ces modules sont conçus pour être faits à son rythme. Donc, c'est vraiment en autonomie. Vous pouvez commencer et terminer à un autre moment. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la suite. Et ces modules, ils ont aussi été conçus de façon à ce que vous deviez prendre des notes. C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup d'éléments où il faut prendre des notes pour mémoriser et pour ensuite réutiliser ces informations-là dans d'autres activités ou dans les évaluations. Donc, de façon à faire ça vraiment très sérieusement et à mémoriser sur le long terme. Les compétences et les activités, on a essayé de les faire les plus variées possibles. Donc, vous allez voir, vous pouvez travailler la compréhension orale à travers des vidéos, mais également des audios qui sont tous authentiques au sens où nous les avons conçus nous-mêmes en équipe. La compréhension écrite est également travaillée, la grammaire, le lexique, qui sont contextualisés, comme je vous l'indiquais, contextualisés par rapport aux situations de communication qui ont été préétablies, les aspects culturels et interculturels, la production écrite. Alors,
En termes de production écrite, puisqu'il n'y a pas de tutorat ou de personne derrière pour corriger, il nous a fallu réfléchir à une façon de faire. Et donc, pour le deuxième module oral, vous verrez qu'il y a un tuteur IA qui vous permet donc de travailler, de simuler un entretien de recrutement à l'écrit. Vous pouvez aussi pratiquer l'oral puisqu'il y a la possibilité de s'enregistrer. Et donc, avec une correction qui est faite par un tuteur IA, une tutrice IA même. En termes d'activités, donc on a essayé aussi de les rendre les plus variées, les plus dynamiques possibles. Vous avez des activités d'appariement, des QCM, des vrais-faux, des flashcards aussi pour s'auto-évaluer et mémoriser, le chatbot IA, etc. Les supports, on les a aussi voulu varier. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos, notamment à chaque fois en introduction de module, il y a une vidéo qui permet d'introduire le module dans sa globalité et aussi en début de chaque séquence de module. L'idée ici, c'est aussi d'humaniser ces modules qui sont en auto-formation et où on n'a pas accès à un humain, que ce soit un tuteur ou à des collègues. Et donc, c'est aussi de vous montrer un visage derrière ces modules et qui permet aussi de rendre le module un peu plus agréable. Donc, vous découvrirez notre star nationale et maintenant internationale, Julieta Galelli, qui est une de nos enseignantes conceptrices, donc qui apparaît sur ces différentes vidéos. Et il y a aussi de nombreux supports texte, des audios aussi, notamment par exemple sur le module oral, des entretiens de recrutement avec des audios à écouter et ensuite à parier. De façon à augmenter davantage la concentration et la nécessité de prendre des notes. Vous allez aussi trouver de nombreuses fiches mémo à télécharger pour la grammaire, le lexique, les points culturels, de façon à pouvoir retravailler ou réutiliser également les éléments qui auront été appris dans ces deux modules. Nous avons aussi ajouté quelques ressources pour aller plus loin, notamment des sites internet. Alors là, de la même façon, il est impossible pour nous de connaître toutes les pratiques pour savoir où chercher des offres d'emploi, par exemple, dans tous les pays. Donc, on a mis les sites internet les plus connus où on trouve des emplois FLE, mais pas uniquement FLE. Enfin, il y a vraiment des institutions, des candidatures très variées sur FLE.fr, sur le français dans le monde notamment. On a ajouté également la ressource des 100 métiers liés au FLE, qui est sortie tout récemment, qui a été présentée récemment par Cynthia Head. Donc voilà, on a essayé de réfléchir au niveau vraiment international et mondial. Et donc le renforcement linguistique de niveau B2, j'en ai déjà parlé. Dans le détail, pour vous montrer les avantages de chacun des modules, dans le premier module qui est lié à l'écrit, donc pour les offres d'emploi, d'une part, on a voulu montrer qu'un même profil peut intéresser différents types de recruteurs et peut correspondre à plusieurs postes. Parfois, il existe ce syndrome de l'imposteur où on a du mal aussi à mettre en valeur ses propres compétences et à oser postuler à certaines offres d'emploi. Néanmoins, donc là, ici, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux enseignants que ces compétences, donc, on peut les auto-analyser pour ensuite les réutiliser, les réinvestir pour différents types d'emplois et différentes institutions. Ici, dans la séquence d'offres d'emploi également, l'idée, c'est d'analyser de façon détaillée une annonce pour qu'on puisse voir les bénéfices directs donc, qui sont écrits, mais aussi pour pouvoir déterminer les bénéfices indirects et les inconvénients. Les recruteurs n'ont pas forcément la possibilité d'indiquer tous les éléments. Donc, l'idée, c'est aussi de savoir analyser de façon détaillée une annonce pour essayer au maximum de voir les implicites et prendre une décision en connaissance de cause avant même d'envoyer son CV et sa lettre de motivation. On a aussi un aspect sur les sigles, tous les sigles qui peuvent exister. Et vous savez que les Français, nous aimons beaucoup les sigles. Donc là, on fait une révision aussi de tout ce qui peut exister en termes de sigles liés au FLE, au français langue maternelle, etc. Dans la deuxième partie donc, du CV, ici, on a voulu aussi montrer et analyser les différents types de formats qui existent en termes de CV. Parler des pièges à éviter aussi
et aborder la démarche à adopter pour avoir un CV percutant, le plus percutant possible pour attirer l'œil du recruteur. Pour la lettre de motivation, ici, on a voulu aussi donner une petite astuce, un moyen mnémotechnique pour rédiger une lettre de motivation efficace. Je ne vais pas spoiler, je vais vous laisser découvrir quel est ce moyen mnémotechnique qui permet vraiment donc de comprendre ce qui est attendu derrière une lettre de motivation. Aujourd'hui, avec les outils d'IA, on peut très bien demander à une IA de le faire. Néanmoins, ce ne sera jamais aussi percutant et aussi bien fait que si on le fait soi-même en faisant une vraie analyse de ses compétences et ensuite en menant des recherches sur l'institution, etc. Enfin, je vous laisserai découvrir le module, mais de façon à avoir quelque chose de clair et efficace en termes de lettre de motivation. Ensuite, on aborde aussi des concepts clés pour mettre en valeur ses compétences de façon très simple et aussi les compétences sociales et humaines qui sont souvent malheureusement sous-exploitées. On met beaucoup en avant ses expériences professionnelles, ses formations, mais en réalité, en tant qu'enseignant ou en tant que responsable pédagogique, etc., les compétences sociales et humaines, elles sont aussi à mettre en valeur et elles ne sont pas forcément visibles sur un CV. Donc là, comment mettre ça en valeur dans une lettre de motivation, c'est l'idée de cette séquence. Et enfin, aborder le registre de langue soutenu et naturel pour éviter le style pompeux. Là, encore une fois, souvent, on parle des 3 types de registres de langue, mais il y a aussi cette petite nuance qui est difficile parfois à avoir entre le soutenu et le pompeux. Donc là, c'est ce qu'on a essayé d'apporter dans cette séquence 3, la distinction entre ces deux types de registres. Ensuite, donc une fois le module écrit finalisé, on a le module oral. Donc, on imagine voilà les différentes étapes. On a passé, on a envoyé son CV, sa lettre de motivation. Ça a attiré l'œil du recruteur. On est appelé pour un entretien de recrutement. Ici, dans la première séquence, l'idée c'est donc de mettre les chances de ce côté pour réussir à convaincre à l'oral. Là, on apporte de nouveau des conseils pour bien se préparer avant le jour J. Ensuite, on a voulu montrer et analyser donc les différents types d'entretiens qui peuvent exister, parce qu'il n'y en a pas un seul. Il y en a un qui ressort plus, mais c'est important aussi de savoir qu'il en existe d'autres. On peut être confronté à d'autres types de situations. Ensuite, ici, l'idée, c'est d'analyser une simulation d'entretien d'embauche en situation semi-authentique. Et enfin, d'apporter… Donc, il y a un tableau de connecteurs logiques qui a été conçu, qui est téléchargeable, qui me semble très bien fait. Donc, on a essayé vraiment c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à déterminer. Quels connecteurs logiques sont les plus appropriés par rapport à tel ou tel niveau? Donc là, on a essayé de faire un tableau qui n'est pas exhaustif, mais qui apporte un certain nombre d'éléments qu'on peut télécharger, réutiliser à tout moment aussi, même en tant qu'enseignant, par exemple, si on veut faire un cours sur les connecteurs logiques. Donc, du A1 au B2, on a réparti ces connecteurs. Dans une deuxième partie, ensuite, toujours pour convaincre à l'oral en situation d'entretien, ici, l'idée, c'est aussi de pouvoir se préparer à des situations inattendues pour éviter d'être perturbé ou de ne pas savoir s'adapter à une situation type, pour ne pas être déstabilisé, pardon. Ici, donc, on a un certain nombre de témoignages d'enseignants par rapport à des situations inattendues qui ont pu se produire. Et dans un deuxième temps, donc, ce sera à vous de pratiquer en situation semi-authentique l'entretien de recrutement grâce à une tutrice IA. Donc là, n'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher, être le plus naturel possible, puisque vous savez que l'IA ne vous juge jamais. Et donc, tout a été préprogrammé de façon à ce que vous puissiez aussi commettre des erreurs et ensuite avoir un feedback, avoir un retour par rapport à ça. Et ce n'est pas limité, donc vous pouvez aussi faire toutes les simulations que vous voudrez.
Je vous souhaite une bonne découverte. Et avant de passer de répondre aux questions s'il y en a, je tiens à remercier tout particulièrement l'Institut français IF-Prof de nous avoir soutenus dans ce beau projet. C'est un projet qui date d'il y a plus d'un an, avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges, des réunions, etc., avec Julie, entre autres. Je remercie aussi Adeline et Bouchan qui ont fait toute la partie intégration, qui n'est pas une mince affaire et je sais de quoi je parle. Je remercie évidemment tout le réseau des Alliances françaises d'Argentine, particulièrement les collègues qui ont conçu avec à mes côtés, Betsabe, Pablo, Federico, Julieta, Victoire. Et je fais un salut tout spécial aussi à Pascal Casanova, qui est, je pense, là parmi les participants, qui a cru au projet et appuyé dès le départ, donc qui est le directeur général et le coordinateur des Alliances françaises d'Argentine. Donc, je le salue aussi tout particulièrement, surtout qu'il s'en va très prochainement. Donc voilà pour mes hommages. Merci. Merci beaucoup à toi, Susanna, pour cette présentation. Et effectivement, je crois que ça donne envie aux collègues qui sont inscrits à ce webinaire d'aller suivre les modules, puisque voilà, comme Susanna l'expliquait, vous l'avez compris, vous allez trouver à la fois des éléments méthodologiques et des éléments langagiers, linguistiques et interculturels pour justement vous accompagner et vous aider à préparer au mieux un recrutement ou des candidatures voilà, pour des postes d'enseignants de français langue étrangère. Euh, et c'est vrai que nous, à l'Institut français, quand Susanna et le réseau argentin est venu nous voir pour nous présenter ce projet, on a été tout de suite très enthousiastes parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça répond à un réel besoin et de la part des enseignants et de la part notamment du réseau Alliance française et des instituts français qui recrutent régulièrement des enseignants pour assurer les cours de français qu'ils dispensent auprès des différents publics. Voilà, c'est donc voilà, à la croisée de ces besoins qu'on on est monté à bord de ce projet et on en est ravis. Donc voilà, à toutes et à tous, une bonne découverte. Et puis on va prendre quelques questions qui ont été posées par les collègues. Alors, je remonte le fil. Donc, il y avait plusieurs questions de Yamina, je vais les poser dans l'ordre. Donc, alors, pour l'objectif POS B2, est-ce que vous donnez des modèles de phrases types pour l'entretien d'embauche ou la rédaction de séquences pédagogiques? Pour la rédaction de séquences pédagogiques, non. Ça, c'est l'objet d'autres MOOC qu'on est en train de concevoir, mais pas pour IF-Prof, pour ici le réseau d'Argentine. Et la première question, c'était… Non, le premier point, c'était… Est-ce que dans le module, vous donnez des modèles de phrases types pour l'entretien d'embauche? Oui. Vous avez quelques modèles d'expression, de grammaire également, les connecteurs logiques qui peuvent être utilisés et à l'écrit et à l'oral, bien évidemment. Et ensuite, vous avez aussi, lorsque vous faites la simulation avec l'IA, à la fin, un feedback avec des conseils également. Mm. Oui, et puis en plus, si je peux me permettre de compléter, en fait, vous pouvez vous inspirer de tout le contenu de ces deux modules, puisque que ce soit dans les audios ou dans les supports qui sont présentés, vous allez trouver de toute façon des phrases ou en tout cas des éléments de langage que vous allez aussi pouvoir vous approprier, peut-être pas redire mot à mot, mais peut-être vous les approprier aussi voilà, pour les personnaliser. Alors, je continue avec les questions. Quel est en majuscule, le piège à éviter absolument dans une lettre de motivation FLE? Alors, est-ce qu'il y a un piège? Ça dépasse un peu le module en… Piège. Bon, j'ai envie de dire déjà il y a deux choses peut-être. La première chose, et on en parle aussi dans le module, franchement, il vaut mieux une lettre de motivation que vous avez rédigée
où il y a quelques soucis de structure, ou en tout cas, par exemple, un style un peu trop pompeux, etc., où on sait que c'est vous qui l'avez rédigé, plutôt que quelque chose que vous avez fait rédiger par l'IA. Très sincèrement, ça se voit tout de suite. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que ça montre que le candidat n'a pas fait l'effort justement de travailler sa lettre de motivation, de réfléchir à l'institution, etc. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un piège à éviter. Et le deuxième piège, c'est de reprendre exactement les éléments du CV. Puisque s'il y a deux documents différents, c'est bien que les deux doivent se compléter et doivent montrer des choses différentes. Donc, réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre dans cette lettre de motivation, comment la structurer. Et c'est un défi parce que c'est une page, une lettre de motivation, pas plus. C'est vraiment ça qui est attendu. Donc, c'est vraiment important de se poser et de faire bien la distinction entre ces deux documents avant de les envoyer. Merci. Je vais prendre une autre question qui est un peu en lien et c'est vrai que le fait que tu aies travaillé dans différentes structures, dans différents pays, ben, c'est un atout hein, pour nous que tu puisses répondre à ces questions. Alors, quelles sont les erreurs, c'est une question de Nzongi Bikuyi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous observez dans les candidatures à des postes de FLE? Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ben déjà, le fait d'envoyer des lettres de motivation avec l'IA, donc ça, pour moi, c'est considéré comme une erreur. Et ensuite, il y a pas mal de choses aussi, par exemple, où on voit des candidats qui envoient la même candidature à plein d'institutions et au lieu de l'envoyer en français, qui nous l'envoient en anglais ou en langue, par exemple ici en Argentine, en langue espagnole. Donc, systématiquement, je réécris en disant est-ce que vous pourriez m'envoyer un CV et aussi une lettre de motivation en français, s'il vous plaît. Dans les lettres de motivation aussi, ce que j'ai pu beaucoup voir, c'est soit la lettre de motivation parle trop des expériences, soit elle parle trop des compétences, et donc c'est pas assez c'est pas assez équilibré par rapport à ce qui est attendu, et il n'y a pas de notion non plus par rapport à l'institution, donc on voit pas la recherche liée au poste en lui-même ou à l'institution où on postule par exemple. Si je peux compléter ce que tu dis, Susanna, c'est vrai que dans la lettre de motivation, bon, dans le CV aussi, mais dans la lettre de motivation en particulier, on va vraiment attendre qu'elle corresponde à la fiche de poste. Donc, Oui, une lettre de motivation type, ça ne peut pas fonctionner puisque chaque fiche de poste de chaque institution est différente. Donc, le piège, là, l'erreur fréquente, c'est d'avoir une lettre de motivation un peu généraliste mais qui répond pas précisément aux demandes et aux attentes de la fiche de poste. Voilà. On va passer à la question suivante parce il y en a plusieurs. Alors, j'essaie de prendre des questions d'un petit peu tout le monde. Comment valoriser une expérience d'enseignement non formelle ou associative auprès des recruteurs? euh, dans le CV, ou parce que ça c'est facilement valorisable. C'est une expérience d'enseignement, c'est une expérience d'enseignement, même si elle n'est pas dans une institution ou si c'est des cours particuliers par exemple, il faut l'indiquer. C'est important de mettre, de valoriser ces expériences et associatifs. Hein, c'est pas parce que les alliances françaises sont des associations, donc c'est au contraire très valorisable à indiquer donc toujours les dates, la durée, le type de public à indiquer aussi sur le CV. Pourquoi pas l'âge des publics, et ensuite dans la lettre de motivation aussi préciser par exemple si ça a été des expériences, parce que tout dépend où vous postulez, mais donc souvent les cours particuliers donc non formels, c'est du face à face avec une seule personne. Donc ça, c'est intéressant, mais dans les institutions, on recherche aussi des personnes qui ont une expérience avec des groupes. Donc c'est important aussi de valoriser les deux.
Ou si vous n'avez pas cette expérience avec des groupes dans l'enseignement du FLE, si vous avez une autre expérience avec des groupes, c'est aussi à valoriser parce que c'est important. Ça veut dire que vous êtes capable de gérer un groupe, capable de gérer une situation un peu inattendue dans un groupe, etc., de créer de la cohésion, de créer une dynamique. Donc tout ça, c'est à valoriser d'une part de façon synthétisée dans le CV et ensuite dans la lettre de motivation également, de détailler. Ah, Julie, ton micro, il est coupé. Merci, pardon. Une question de Mohamed sur l'entretien d'embauche. Comment impliquer le gestuel dans un entretien? Parce que peut-être il y a de manière sous-jacente la question de la gestuelle qui est parfois très culturelle ou parfois très personnelle, liée au caractère d'une personne. La gestuelle, c'est vrai qu'on dit qu'elle accompagne, le langage verbal. Euh, Après, enfin, comment dire, on va pas aller au-delà de son naturel. On va pas exagérer des gestes si, par exemple, on n'est pas quelqu'un de très communicatif. Moi, je le suis et j'ai déjà vu des personnes qui le sont. Mais au plus on sera naturel, au mieux ce sera. Si on essaie comme ça de se coacher avec des gestes parce qu'on a vu que tel geste a montré qu'on était dynamique, ou ça va pas sembler très naturel. Honnêtement, soyez le plus naturel possible. Si vous êtes quelqu'un qui fait des gestes, faites-les naturellement. Après, bon, tout dépend les gestes. Il faut pas non plus aller dans l'extrême et dans l'exagération. Mais si on est quelqu'un qui fait pas beaucoup de gestes, c'est pas forcément un problème. Ça montre pas que la personne n'est pas dynamique. D'ailleurs, il y a beaucoup de recrutements qui sont faits en ligne et on ne voit pas forcément les gestes. Donc là, le dynamisme, l'intérêt, la motivation va passer par autre chose. Ça va passer par la voix, ça va passer par la prise de parole à l'entretien. Quelqu'un qui répond juste par une phrase ou par un mot, c'est un peu délicat. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas motivée, mais en tous les cas, ça veut dire qu'elle est pas en mesure de prendre de l'espace. Pour un enseignant, l'enseignant, c'est lui qui mène le jeu, c'est lui qui mène la danse dans un cours. Donc, on a besoin de quelqu'un qui sache mener aussi, en quelque sorte, la conversation. Si c'est pas par des gestes, en tous les cas, en vraiment détaillant chaque réponse et en apportant le plus de précision possible. Mm. Alors, ça répond en partie à la question de Saïd Hachim. Non, attendez, il y avait une question. Hop là, pardon, je l'ai un peu perdu. Là, il y a beaucoup de questions dans le chat. Euh, Ah voilà, c'était ça. Quels sont donc les facteurs importants à mettre en œuvre pour convaincre son recruteur? Donc, moi, ce que j'ai retenu de ce que tu viens de dire, par exemple, c'est d'être vous-même d'être naturel. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile quand on est stressé. Voilà. Néanmoins, voilà, d'être naturel. Voilà, ça me semble un facteur important. Euh, et puis, est-ce que tu vois d'autres facteurs, Suzanne? Non, ouais, le naturel que tu soulignes, enfin vraiment, moi personnellement aussi, les entretiens que j'ai passés qui se sont le mieux passés, où j'étais satisfaite, ça a été les entretiens où j'étais le plus naturel possible, que j'avais préparé, alors pas forcément dans tous les détails, parce qu'il y a forcément des choses après qui vont nous échapper, mais en tout cas vraiment se remémorer avant l'offre d'emploi dans le détail. Qu'est-ce que moi je leur ai envoyé pour se rappeler quels détails j'ai mis, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'aimerais compléter à l'oral. Ça, c'est un des conseils qu'on donne dans le module. Euh, ben, après, à l'entretien, évidemment, arriver à l'heure, voire même 10 minutes à l'avance avant l'entretien. Ne pas hésiter à poser des questions. Ça montre aussi que vraiment, vous projetez dans l'emploi. À la fin, je demande toujours, est-ce que vous avez des questions, vous aussi, à nous poser et
Et vraiment, c'est très appréciable de voir des professeurs, par exemple, qui demandent des choses concrètes. Donc, au-delà du salaire, bien sûr, si c'est pas spécifié, il faut pas hésiter à le demander parce que on travaille pas gratuitement, on travaille contre une rémunération. Mais aussi poser des questions, par exemple, j'ai déjà eu des questions du type qu'est-ce que c'est une journée type, par exemple, de votre institution? Et donc là, c'était pour des recrutements autres, par exemple pour des services civiques qui nous demandent c'est quoi une journée type dans votre département, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on attend de moi, ou dans quelle mesure je vais travailler en équipe avec les autres professeurs ou avec les administratifs, par exemple. Ou quel type de public essentiellement vous avez dans votre institution. Donc pour vraiment connaître un petit peu plus des choses qui apparaissent pas forcément ni sur le site internet ni dans l'offre d'emploi. Et donc ça montre vraiment que la personne, elle s'imagine, elle se projette dans l'institution. Tout à fait. Et puis, voilà, ça, je trouve que c'est effectivement un facteur déterminant. C'est peut-être ce qui peut faire la différence avec un autre candidat qui aura un profil, un diplôme ou une expérience proche de la vôtre. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence. Et j'ajouterais aussi, alors, je m'excuse par avance, mais ne pas mentir ou ne pas gonfler des expériences sur le CV ou des compétences sur le CV ou sur la lettre de motivation que vous n'auriez pas réellement parce que ça, assez rapidement en entretien d'embauche, ça se fait démasquer. Voilà, le plus souvent. Et donc, ça risque d'être malaisant et pour vous et pour le recruteur. Donc, voilà. Je passe voilà. Alors, on a pas mal de questions aussi sur voilà, le contenu des modules, combien de temps ils durent, où est-ce qu'on peut trouver le document sur les connecteurs logiques, combien il y a de paragraphes à une lettre de motivation. Voilà. Toutes ces questions-là, on ne va pas forcément prendre du temps pour y répondre ici. Je vous invite plutôt à aller sur la rubrique formation de la plateforme IFProf. Je vais vous redonner le lien dans un instant. Et voilà, vous aurez les questions non, les réponses à vos questions plutôt. Alors, il y avait aussi une, alors bon, voilà, Susanna, aujourd'hui, hein, tu es responsable académique et puis tu es devenue notre experte recrutement. Il y avait une question sur est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est possible d'embaucher des non-natifs francophones dans le réseau Alliance française et Institut français. Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse. Ce sont deux réseaux distincts avec des processus de recrutement qui sont parfois différents, mais qui sont parfois les mêmes. Voilà. Oui, tout à fait. Et dans les réseaux Alliance française, notamment, je vais plus parler de ça que je connais davantage par rapport à l'Institut français. Et 98%, ce sont des non-natifs. Hein. Donc, de France ou de pays francophones. Francophones, de n'importe quel pays francophone, ce sont vraiment des personnes du pays. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune crainte à avoir, aucun complexe à avoir. De la même façon, ce que je peux vous dire, je parle personnellement, mais c'est aussi des choses que j'observe de plus en plus chez mes collègues qui recrutent dans les différentes alliances, dans le réseau des alliances. On regarde beaucoup, beaucoup aussi ce que je disais, c'est-à-dire les compétences, donc déjà l'expérience en tant que telle, mais aussi les compétences humaines et sociales et relationnelles qui ont été développées dans d'autres expériences. Donc, quelqu'un qui n'a pas un master FLE ou même qui n'a pas un DU FLE, mais qui a de l'expérience, par exemple, informelle, comme disait tout à l'heure le collègue, dans des cours particuliers ou dans d'autres institutions peut-être moins connues par notre réseau, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être recrutée ou qu'elle ne va pas être appelée dans un entretien d'embauche. Au contraire, je reçois énormément de candidatures de personnes qui n'ont jamais travaillé dans une alliance française ou des personnes qui n'ont pas forcément les diplômes attendus. Mais à travers le CV justement et la motivation et la lettre de motivation, on voit que c'est un profil qui peut coller à notre public. On reçoit la personne en recrutement et là,
on peut voir, j'ai déjà recruté pas mal de personnes qui, par leur dynamisme, par leur façon aussi d'être, leur relationnel, je savais que ça allait coller avec le public parce qu'on a beaucoup aussi dans les alliances françaises un public qui vient pour apprendre le français pour le plaisir. Donc la langue française, c'est prioritaire, l'enseignement, mais il y a aussi l'aspect relationnel, se donner envie, faire tomber amoureux l'apprenant de la langue française, de la culture française, des cultures francophones. Et ça, c'est le relationnel qui joue. C'est l'aspect humain de l'enseignant qui joue. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on porte aussi notre attention sur ces éléments-là. C'est pour ça qu'on les a ajoutés aussi dans les modules que vous allez suivre. Très bien. Alors, ça répond en partie à une autre question qui a été posée. Et c'est effectivement un petit peu, je dirais, la réponse. Elle dépend vraiment de chaque recruteur. Les recruteurs sont-ils davantage sensibles au diplôme, à l'expérience de terrain ou à la capacité d'initiative du candidat? Bon, je dirais que ça dépend du poste en lui-même et du recruteur et de l'institution. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont, questions qui vont être répondues par, voilà, ça dépend, on n'a pas de, il y a pas de réponse unique. Et en fait, pour compléter justement, à l'inverse, j'ai déjà reçu, lorsque j'étais dans le réseau brésilien, des personnes qui avaient un master FLE, une expérience hyper solide dans l'enseignement, avec des groupes, avec des individuels, des adultes, des enfants, etc., etc. Et en fait, avec qui ça s'est pas du tout bien passé, avec des groupes en Alliance française, parce qu'il n'y avait pas cette fibre relationnelle et ce côté où je vais m'adapter en fait à ce qui est attendu de la part des apprenants. Donc vraiment, si vous avez de l'expérience, si vous avez des compétences autres à mettre en valeur, il faut les valoriser, il faut qu'elles soient visibles sur le CV et sur la lettre de motivation, vous ne serez pas écarté. Merci. J'enchaîne sur une question qui est un peu dans cette même idée. Alors, ça concerne l'adaptabilité culturelle. Comment prouver son adaptabilité culturelle dans une lettre quand on n'a pas encore vécu à l'étranger? Ah ouais, ça c'est une question très intéressante parce que effectivement c'est pas évident de mettre ça en avant. Néanmoins, alors je vais parler notamment parce que c'est pas le cas pour les professeurs qu'on reçoit, ils sont recrutés ici directement en Argentine. Mais par exemple pour les services civiques que l'on reçoit et où donc ce sont des jeunes de moins de 25 ans où il faut quand même qu'on puisse évaluer cette capacité d'adaptation, pas forcément rapide, mais il faut qu'on soit plus ou moins sûr que la personne va réussir à rester un an ici sur place. Une expérience d'expatriation, on le sait, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des choses qui peuvent se passer. Il y a une remise en question de l'identité, etc. Donc c'est quelque chose qui peut très bien passer comme qui peut très mal se passer. Donc c'est arrivé par exemple que des personnes qui n'avaient pas du tout d'expérience d'expatriation à l'étranger, je leur demande à l'entretien est-ce que vous avez déjà, enfin, est-ce que vous êtes indépendant, par exemple, c'est-à-dire est-ce que vous habitez encore chez vos parents ou est-ce que vous êtes sorti de chez vos parents? Ça montre, alors pas forcément une expérience interculturelle, mais cette autonomie aussi, le fait de savoir gérer des problèmes au quotidien, des imprévus dans la vie du quotidien, qui sont pas forcément donc liés à l'interculturel, mais par exemple, j'ai des étudiantes françaises qui étaient d'une ville et qui ont dû aller habiter dans une autre ville pour les études. Et où là, donc, elles ont réussi à répondre que, ben non, j'ai cherché moi-même mon appartement. Je demande s'il y a eu des situations imprévues au quotidien. Oui, elles expliquent comment elles ont géré ça, etc. Et ça, c'est important aussi parce que ça montre si la personne, elle va être autonome ou pas dans sa vie personnelle. Et donc ensuite, ça veut dire que normalement, en théorie, elle va réussir à avoir aussi cette ouverture d'esprit
à l'interculturel, à savoir plus ou moins gérer aussi d'une façon émotionnelle et psychologique l'aspect interculturel qui n'est pas évident. Merci. D'autres questions? Alors, pas sur ce volet-là, mais on a des questions sur l'âge. Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce que, par exemple, le fait d'être voilà, plus expérimenté, plus âgé, autour de 50 ans et plus, est-ce que c'est un frein pour être recruté, alors sur des postes en général ou dans le réseau, parce que toi, tu vas plutôt parler pour ton alliance peut-être. Oui, non, non, pas du tout, pas du tout. Ici, d'ailleurs, on a des professeurs qui vont jusqu'à 80 et quelques années. Donc, il y a pas de limite d'âge. Oui, et puis bah, c'est vrai qu'avec l'âge, il y a l'expérience. Donc voilà, ça peut aussi être un atout. Il y avait une question pour savoir si il fallait nécessairement avoir le DALF C2 pour les non-natifs afin d'être recruté. Pas forcément, non. Jusqu'à présent, on allait jusqu'au C1, effectivement. Mais en fait, on a beaucoup de demandes pour les débutants complets, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir le DALF C2. Mais comme l'entretien se passe en français, on évalue rapidement si la personne va être en mesure de donner le cours ou pas. Oui, et puis au-delà du cours, il y a aussi tout le volet rencontres professionnelles, échange avec la direction, échange avec les autres enseignants. Donc voilà, c'est certain que plus le niveau de langue est élevé, plus les chances de recrutement sont importantes. Mm. Bon, une question qui est un peu plus évidente, mais voilà, est-ce que le fait d'utiliser le langage familier en entretien, c'est un problème? Bah, je dirais oui. Et justement, vous aurez des exemples et des petits exercices à faire dans le module hein, pour voilà, vous permettre de jongler entre les différents registres. Alors, plutôt question Institut français. Alors, je voudrais savoir si le recrutement doit se faire uniquement dans les instituts français de son pays ou c'est possible aussi en France et dans d'autres pays francophones. Alors, que ce soit pour les alliances françaises ou pour les instituts français, pour les postes d'enseignants euh, et ou de coordinateurs pédagogiques, le plus souvent, chaque institut et chaque alliance est responsable du recrutement de ses enseignants. Donc, si vous êtes dans tel pays et que vous voyez une annonce dans un autre pays, vous pouvez tout à fait postuler. Euh, Après, risque de se poser aussi la question plutôt du permis de séjour et des possibilités effectives de pouvoir travailler dans le pays où vous postulez. Euh, voilà, donc il y a ces deux éléments à prendre en compte, mais en tout cas, rien n'interdit de recruter des personnes qui ne sont pas dans le pays même. Voilà, c'est aussi intéressant du point de vue interculturel, mais il y a parfois les questions de visa, de permis de travail qui peuvent entrer en jeu. Et puis, voilà. Et puis nous, l'Institut français à Paris, voilà, c'est différent. On n'a pas de cours de langue, donc on ne recrute pas sur des postes d'enseignants. Alors, on a encore énormément de questions, mais le temps passe. Je ne sais pas, Susanna, si tu as pu en repérer quelques-unes. Euh, j'essaie de regarder. J'en vois une là sur le statut de doctorante et Ah future oui, doctorante linguistique française. Est-ce que c'est un atout ou un frein? Ça va pas être un frein puisque c'est dans le domaine du FLE, donc c'est intéressant. C'est dans le domaine de la langue française. Néanmoins, encore une fois, ce qui va être important, c'est de pouvoir démontrer qu'on est capable de gérer un groupe, qu'on est capable de créer de la cohésion, qu'on est capable de transmettre, alors j'aime pas trop ce mot, mais de transmettre la langue d'une façon aussi qui va être intéressante, dynamique et motivante.
Mm, ouais. Une question de Valence là sur le module en lui-même et sa question est de savoir pourquoi vous avez choisi le niveau B2. Alors je crois que tu l'avais un petit peu expliqué, mais c'est une question qui est revenue plusieurs fois, donc du coup je me permets Ah, de poser. Pourquoi ben, le en fait, c'est par rapport aussi aux différentes expériences que j'ai pu avoir sur presque tous les continents. Je me suis aperçue que tout comme nos élèves ont du mal à passer le niveau seuil, les professeurs aussi, en fait, souvent, pour réussir à vraiment basculer au niveau B2, il y a des petites choses qui manquaient encore. Il y avait encore des lacunes. Et donc, pour pouvoir renforcer ce niveau B2 et établir qu'on est au niveau, oui, c'est ça, pour pouvoir renforcer le niveau B1+, et parvenir au niveau B2, on s'est dit, c'est là qu'on va vraiment se baser, c'est sur cet aspect-là, même si vous verrez, il y a des éléments, et ça a été l'une des nombreuses discussions qu'on a pu avoir avec l'Institut français Paris. Il y a des choses qui sont plutôt B1, fin B1, des choses plutôt B2, et il y a aussi quelques éléments plutôt dans la nuance, donc C1. On a essayé un peu de repérer les choses où on voyait qu'il y avait le plus de difficultés pour aider à se perfectionner sur ces éléments-là. Deux questions qui sont assez proches, enfin pas proches, mais qu'on peut associer. Si on a une expérience de 8 ans d'enseignante certifiée de FLOSC, on peut avoir une chance d'être professeur de FLE. Et j'enchaîne tout de suite avec une autre question qui ressemble. Est-ce qu'une expérience d'assistanat de français à l'étranger est un vrai atout pour la candidature? Alors, comme l'a dit Susanna, en fait, toute expérience d'enseignement, quel que soit le programme ou la structure où vous êtes intervenu, est toujours intéressante à valoriser parce que ça reste une expérience d'enseignement. Après, à charge à vous de montrer comment cette expérience que vous avez eue, que ce soit dans le milieu associatif, dans un programme de service civique ou d'assistant de français ou d'autres langues à l'étranger, que ce soit des cours particuliers, comme tu l'as dit, Susanna. En fait, comment ces expériences-là, elles vont être des atouts par rapport au poste sur lequel vous postulez. Voilà, en fait, l'important, c'est de bien faire le lien entre vos expériences passées, quelles compétences vous avez pu construire à partir de ces expériences-là, que vous allez pouvoir utiliser et adapter au poste auquel vous prétendez. Voilà. Et alors, une autre question sur la question, je pense, à la fois de peut-être qui relève un peu et de la langue et de l'interculturel. L'expérience de l'entretien est-elle quelque peu ou très difficile pour les personnes qui sont non francophones ou viennent d'autres pays qui ne sont pas donc des pays francophones? Peu ou très difficile, c'est pas. Non, en fait, tout dépend vraiment de, de l'expérience, comment dire, en entretien aussi déjà. Si on n'a jamais eu d'expérience en entretien de recrutement ou en entretien, je sais pas, pour une bourse ou enfin peu importe, ça peut être un peu plus stressant au départ et on peut se dire que c'est difficile. Mais en réalité, enfin, un entretien, c'est ni plus ni moins qu'un échange, c'est une communication. On pense souvent à tort, surtout quand on est désespéré, et je le dis pour l'avoir vécu aussi, que on doit absolument montrer qu'on est parfait, qu'on correspond parfaitement, parce qu'on veut absolument ce poste. Et, euh, et on n'ose même pas poser de questions aux recruteurs, alors qu'en fait, enfin, c'est vraiment un échange. Et si c'est en plus un emploi où on voudrait rester pendant de nombreuses années, vraiment, il ne faut pas hésiter à poser les questions qu'il faut. S'il y a le moindre doute, poser toutes les questions pour avoir un maximum d'informations possible et se sentir à l'aise. Là, l'idée, c'est de montrer qu'on est une personne qui est en mesure d'avoir un échange tout à fait normal
avec une personne en entretien de recrutement. Alors, ça peut être plusieurs personnes qui sont face à nous, donc ce qui peut rendre aussi l'entretien un peu plus stressant. Normalement, et j'espère que c'est vraiment, j'espère, non, je sais que c'est la majorité des cas, les, les recruteurs et les recruteuses sont là pour vraiment être dans cet échange constructif et pas pour faire des pièges. Donc la preuve, c'est que par exemple, les questions pièges du type quelles sont vos qualités, vos défauts, etc., qu'on posait avant comme question, c'est pas quelque chose qu'on pose aujourd'hui. On va vraiment directement vers les compétences transversales aussi, enfin l'expérience et les compétences transversales, et pour essayer de déterminer un maximum si la personne elle va être adaptée ou pas pour l'institution, et si on va pouvoir travailler avec elle sur le long terme. On peut se tromper, mais en général, quand l'entretien est bien fait, quand il y a un vrai échange et qui est fluide, parce que c'est agréable aussi pour un recruteur d'avoir un échange très fluide et très constructif dans la communication, et de se dire ah, j'aimerais bien travailler avec cette personne, vraiment ça s'est très bien passé, je la sens bien, je la sens bien dans l'institution. Voilà, merci beaucoup Susanna. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qui étaient en lien avec la thématique de ce webinaire. Donc voilà, je rappelle que ce webinaire, il avait pour intention première de vous présenter les deux modules de formation, les deux MOOC qui vont vous aider à préparer une candidature pour un poste d'enseignant de français langue étrangère. Donc, un module sur la partie écrite de la candidature et un module sur la partie orale de la candidature. Ce n'était pas pour... Voilà. Et puis, on a pu aussi justement vous donner, hein, grâce à Susanna, des conseils et des astuces en plus pour répondre à vos questions. Il y avait aussi des questions plus voilà, sur les détails des modules. Donc, vraiment, je vous renvoie vers les modules. Et ce que je voudrais donc vous dire en conclusion, c'est que vous allez, comme je l'ai dit en intro, recevoir une attestation pour la participation à ce webinaire, pour ceux qui l'ont suivi en direct. Si vous avez manqué une partie, ou si des collègues à vous n'ont pas eu la possibilité de le suivre, n'hésitez pas, vous pourrez leur faire passer le lien de l'enregistrement. Alors, vous aurez probablement demain ou au plus tard, en tout début de semaine prochaine, vous allez recevoir un message d'IF-Prof pour vous indiquer que le lien vers l'enregistrement du webinaire est disponible. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir par email. Dans ce message, vous aurez de nouveau le lien vers les modules, mais comme je l'ai dit, ils sont de toute façon dans la rubrique formation d'IFPROF. L'attestation, vous allez la recevoir aussi de manière automatique. Et puis, je vais doubler tout cela d'une publication sur IFProf, voilà, pour redonner toutes les informations qui vous seront utiles. Voilà. Un grand merci à toi, Susanna, et à toutes les équipes voilà, des Alliances françaises d'Argentine qui ont conçu ces deux modules. Voilà, c'est vraiment, on est très content sur IFProf de pouvoir mettre ça à disposition des enseignants de français partout dans le monde. Et voilà, et de ne pas l'avoir gardé juste pour vous, l'Argentine, mais de pouvoir en faire profiter tous les profs. Voilà, qui sont présents dans de très, très nombreux pays. Donc voilà, un grand merci à vous. Et puis, ben, on vous retrouve prochainement sur IF Prof. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour la confiance, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.